En 30 minutes, je vais essayer de vous brosser justement la situation de notre école en France et aussi par rapport aux autres pays de l'OCDE, car c'est toujours intéressant de se comparer aux autres. Et puis, ça nous aide à penser à l'école de demain aussi, parce que l'enjeu, c'est pas de tomber dans la fatalité, dans un fataliste, c'est se dire que même si on a des faiblesses que je vais vous présenter, il est toujours possible de s'améliorer et d'avoir une école qui permette à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, de s'y épanouir et de réussir leur scolarité. Donc je vais enchaîner avec mes diapos. La première diapositive, et qui est importante à mes yeux, c'est de vous dire que l'éducation est aujourd'hui au cœur de nos sociétés. C'est aussi un moteur de croissance économique. Et on a beau entendre régulièrement le message que le niveau des élèves baisse, une des plus grandes réussites des systèmes éducatifs, c'est que le niveau d'éducation de la population s'est élevé. En France, aujourd'hui, il y a 50% des jeunes de 25 à 34 ans qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. C'est une véritable élévation du niveau d'éducation et ça tient aussi à une volonté politique et à la réussite de la création de certains programmes, notamment les IUT dans les années 60, qui ont permis à une certaine catégorie de jeunes d'atteindre le niveau de l'enseignement supérieur et de s'insérer efficacement sur le marché du travail. L'enjeu est donc de permettre à ceux qui ont le moins de qualification, à ceux qui sont en difficulté dans l'école, de sortir avec une qualification. Là encore, c'est un résultat important à prendre en compte pour la France. Les jeunes qui sortent sans qualification, il y a eu un progrès, ils étaient 150 000 il y a 10 ans, ils sont aujourd'hui autour de 100 000, se retrouvent très souvent dans une situation de précarité sur le marché du travail. Un jeune sur 4 en France, sans qualification, est au chômage. Si on regarde cette même statistique avec les jeunes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, le taux de chômage s'abaisse à 6%. En 2 diapositives, on comprend le niveau d'éducation s'est élevé, mais il faut faire davantage pour lutter contre le décrochage scolaire, car les conséquences du décrochage scolaire sont très importantes sur le marché du travail. Les classements internationaux, en quelques diapositives, on peut situer notre pays. Vous verrez, le chiffre 4 sera souvent au cœur de ma présentation. Je vais vous présenter 4 statistiques et je pense qu'on peut positionner la France. On va déjà casser une idée reçue. La performance moyenne des élèves français dans les études PISA, donc PISA évalue les élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, mathématiques et sciences. La France est dans la moyenne des pays de l'OCDE. La France n'est pas en dernière position. La France n'a pas le pire système d'éducation des pays de l'OCDE. Elle est dans la moyenne en compréhension de l'écrit. Elle est dans cette même moyenne en mathématiques, en sciences, et quelque part, c'est quelque chose qu'on dit depuis la première étude PISA en 2000. J'ai commencé la communication en 2000 sur les études PISA. Finalement, mon discours est bien rodé. Je dis la France a un système d'éducation moyen, et c'est certes décevant par rapport à l'image qu'on peut avoir de notre école, mais il n'y a pas à crier au catastrophisme. Point d'alerte, malgré tout, les performances de nos élèves, et notamment sur les mathématiques, sont en baisse depuis une quinzaine d'années. On a pu le voir dans les études PISA, et sont particulièrement préoccupantes en CM1. Donc ça veut dire que dans l'école élémentaire, la façon dont on travaille avec les élèves, la façon dont ils débutent leur apprentissage des mathématiques crée certaines difficultés et crée déjà certaines inégalités. Ce qu'on voit également dans ces statistiques, c'est que souvent, les enseignants qui travaillent dans les écoles élémentaires en France sont particulièrement inquiets et se sentent complexés pour enseigner les mathématiques à des élèves en difficulté. On comprend là qu'on a peut-être raté quelque chose dans la formation de nos enseignants et qui explique en partie ces résultats. Les inégalités scolaires, donc deuxième statistique. C'est finalement la diapositive la plus importante car elle nous dit beaucoup de choses. Plus on est vers le haut, plus on est performant. Donc on voit la France proche de la moyenne des pays de l'OCDE. Plus on est sur la gauche, plus on est inégalitaire.
C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu défavorisé, on a moins de chances dans les pays qui sont sur la gauche de réussir dans les systèmes éducatifs. La France a donc un système d'éducation moyen, mais des inégalités qui sont particulièrement importantes. L'Allemagne aussi est dans cette situation, la Belgique, la Suisse, on comprend bien que dans ces pays-là, l'enjeu est justement de réduire ces inégalités sociales et qui en France avaient particulièrement augmenté entre 2000 et 2010 et qui se sont stabilisées depuis 2010, certes à un niveau beaucoup trop élevé, mais malgré tout, cette stabilisation est peut-être un premier effet qui nous fait espérer dans la prochaine décennie de commencer à voir un effet positif sur la réduction des inégalités. Les pays qui sont en haut et à droite nous donnent un message très important. Ils sont à la fois performants et plus égalitaires que les autres. On voit des pays avec des systèmes éducatifs très différents. Le Canada, l'Estonie, la Finlande, la Corée, le Royaume-Uni, le Danemark. On a à la fois des pays nordiques, l'Australie, des pays d'Océanie, des pays d'Amérique du Nord, qui ont des systèmes d'éducation très différents, mais qui arrivent à associer qualité et équité. Donc ça doit nous faire comprendre que les inégalités qu'on observe en France, mais aussi dans d'autres pays, ne sont pas une fatalité. Et vous verrez que les leviers de ces pays-là, même si les systèmes d'éducation sont différents, les leviers qui ont été activés sont souvent les mêmes. L'investissement dans la petite enfance, la formation des enseignants, la valorisation des filières professionnelles. J'aurai l'occasion de vous présenter les statistiques plus en détail. On peut voir, là encore, l'écart entre les élèves défavorisés et favorisés en termes de performance est assez colossal. En moyenne de l'OCDE, les enfants des milieux les plus favorisés, les 25% de ces milieux-là, ont un score dans PISA de 89 points supérieur à ceux qui viennent des milieux défavorisés. Alors 89 points, ça parle pas beaucoup. On peut estimer en gros que 40 points représentent une année de scolarité dans les études PISA. Donc il y a plus de 2 ans d'avance en termes de scolarité à l'âge de 15 ans pour les enfants des milieux défavorisés. En France, cet écart n'est pas de 89 points, mais de 109 points. Donc l'écart est encore plus important. Et ce qu'on peut s'interroger, les inégalités, on a à la fois ce message positif, certains pays arrivent à concilier qualité et équité, mais on vient de sortir de 2 années du Covid où l'école a été perturbée en France, moins en France qu'ailleurs, parce que les écoles sont restées plus longtemps ouvertes, mais dans certains pays, les écoles ont fermé pendant 1 an, pendant 2 ans, et ça veut dire que les inégalités qui existaient dans les systèmes éducatifs se sont amplifiées pendant cette période. C'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui est encore plus fort qu'avant, de continuer cette lutte contre les inégalités, de permettre aux élèves de rattraper ce retard, ce manque d'apprentissage qui a eu lieu pendant cette période de fermeture du Covid. En chiffres, les lycées ont fermé en moyenne dans les pays de l'OCDE autour de 100 jours. En France, ils ont fermé autour de 40 jours. Le bien-être des élèves et des enseignants, c'est une dimension très importante et nouvelle aussi dans les comparaisons internationales. On a toujours parlé de performance et d'équité, et le bien-être, l'épanouissement des élèves est aujourd'hui au cœur des réflexions dans la plupart des pays. Et ce qu'on peut voir, c'est que nos élèves en France sont plutôt plus heureux que la moyenne des pays de l'OCDE. Heureux à l'égard de leur vie, prenant du plaisir sur l'apprentissage des sciences. On peut dire que sur ce point-là, il n'y a pas à tirer du catastrophisme. Et par contre, certains pays qui étaient de qualité et avec une équité sociale, eux, ont un véritable problème de bien-être. La Corée, le Royaume-Uni, qui peut-être, à force de viser l'excellence éducative, ont mis une pression plus forte sur leurs élèves. En Corée, il y a beaucoup de réformes éducatives aujourd'hui pour justement renforcer le bien-être des élèves, développer le sport, les matières artistiques dans les programmes éducatifs. Par contre, sur les mathématiques, alors que nos élèves sont plutôt heureux, cette statistique est un peu ancienne, mais malgré tout, elle montrait une anxiété très forte vis-à-vis des mathématiques. Les 3 pays où les élèves de 15 ans étaient les plus anxieux en mathématiques étaient le Japon, la Corée et la France. Vous aviez 73% des élèves qui s'inquiétaient à l'idée d'avoir de mauvaises notes en mathématiques. On voit là un système d'éducation qui va créer de l'anxiété, qui sélectionne les élèves vis-à-vis des mathématiques, ce qui peut créer aussi une forme de pression
pression chez des familles vis-à-vis des enseignants, parce que les notes en mathématiques vont finalement être un des facteurs qui conditionnent le futur des élèves, alors que ça ne devrait pas être le cas. Quatrième statistique, le climat de discipline qui s'est dégradé dans tous les pays de l'OCDE. Plus on est sur la droite, plus le climat de discipline est mauvais, plus l'enseignement est perturbé. Donc on voit bien là que la France fait partie des pays avec un véritable problème de discipline, alors que les pays sur la gauche s'en sortent beaucoup mieux. Pour vous donner une statistique, plus de 50% des élèves de 15 ans en France déplorent du bruit et du désordre à presque tous les cours. On peut voir aussi le Canada sur cette diapositive, comme on a beaucoup de collègues canadiens dans la salle, où il y a un tiers des élèves qui déclarent, plus d'un tiers des élèves aussi avoir du bruit, du désordre au début de chaque cours. On comprend la difficulté du métier d'enseignant. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, 4 leviers à activer pour rehausser la qualité des systèmes éducatifs et réduire les inégalités. Le premier, investir dans les premiers niveaux d'éducation. C'est quelque chose que dans beaucoup de pays européens, on a oublié, on a favorisé les investissements dans l'enseignement secondaire, dans les universités. On a oublié que les inégalités qu'on observe, nous, dans PISA à 15 ans, commencent dès le plus jeune âge. Un exemple sur la France, l'investissement dans nos écoles élémentaires est 9% inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. L'investissement dans nos lycées est supérieur à 30% à cette moyenne des pays de l'OCDE. Alors on investit dans les lycées, mais finalement le problème qu'on a d'inégalité commence dès l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc pour donner un élément positif, il y a malgré tout, depuis 2012, depuis 2 quinquennats, une volonté de rattraper un petit peu ce sous-investissement dans les premiers niveaux d'éducation, avec cette idée d'investir dans les établissements défavorisés et dans les écoles élémentaires et de renforcer la scolarisation dans les écoles maternelles. On peut voir cette importance d'investir dans la petite enfance. Le développement du langage, des nombres, des relations sociales, du contrôle émotionnel commence dès le plus jeune âge, avant même l'entrée en maternelle. Il faut donc investir non seulement dans nos écoles maternelles, mais aussi dans nos crèches, mais aussi dans ces premières années des systèmes éducatifs, parce que c'est là qu'on peut commencer à acquérir des notions sur le langage et aussi développer des relations sociales et des capacités socio-émotionnelles qui serviront tout au long de la vie. Et dans 2 tiers des pays de l'OCDE, le ministère de l'Éducation est responsable du secteur de la petite enfance, de l'âge de 0 jusqu'à l'entrée dans l'école élémentaire. Donc là aussi, c'est une piste de réflexion pour la France. Et puis une idée reçue, souvent les pays se disent « Ah, on a un problème dans notre système éducatif, on va rajouter des heures de mathématiques, des heures de compréhension de l'écrit et ça va régler le problème ». Regardez, quel est le pays où on passe le plus de temps à l'école élémentaire sur la lecture, l'expression écrite et la littérature? C'est la France. Et pourtant, les performances en CM1 sont sous la moyenne des pays de l'OCDE. A contrario, en Finlande, on y passe moins de temps et pourtant, la réussite éducative est meilleure chez les élèves, que ce soit dans l'école élémentaire ou à l'âge de 15 ans. Donc tout n'est pas question de quantité. Bien sûr, il faut passer du temps et on peut passer plus de temps, mais pour que les mesures quantitatives soient efficaces, elles doivent être associées systématiquement à une démarche qualitative. Et ça, c'est quelque chose de prendre en compte. Quand on décide de diminuer la taille des classes, comme c'est le cas en France, ce qui va faire la différence, c'est la pédagogie qui va être utilisée par les enseignants pour tirer bénéfice de ces effectifs réduits. Deuxième levier, donner de l'autonomie aux acteurs et aux établissements. Alors donner une autonomie, mais une autonomie contrôlée, c'est-à-dire qu'on puisse voir si les politiques éducatives qui ont été mises en place produisent des résultats. On peut voir ici, sur 70 systèmes éducatifs, que quand les chefs d'établissement ont davantage d'autonomie sur la gestion des ressources, la gestion des enseignants, qui sont aussi partie prenante des réflexions sur le programme scolaire avec les équipes éducatives, qu'ils participent à l'élaboration des procédures d'admission, de discipline, on constate que les performances sont bien meilleures, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. On voit quand les enseignants ont aussi davantage d'autonomie, les performances sont au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE.
On voit par contre, quand c'est le conseil d'administration, cette fois-ci l'effet est négatif sur la performance des élèves. Ça veut dire que l'autonomie est moins bonne. De la même façon, si vous regardez l'autorité nationale, c'est-à-dire que quand tout est décidé au niveau national et que les établissements n'ont pas leur propre autonomie de décision, on constate que là, ça a un effet négatif sur la performance. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir sur l'autonomie, aider les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques à définir leurs projets, mais l'autonomie fonctionne quand il y a une évaluation des politiques qui sont mises en place. Troisième levier, rendre plus attractif le métier d'enseignant. C'est quelque chose d'ultra important et le point positif, c'est qu'on en discute dans tous les pays du monde aujourd'hui. Quasiment tous les pays ont un problème d'attractivité, pas qu'en France. C'est le cas aux États-Unis, au Québec, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Il y a vraiment une véritable réflexion sur l'attractivité du métier et donc il faut agir pour le rendre plus attractif. Et quelque part, c'est essentiel, car la qualité d'un système d'éducation se mesure à la qualité de ses enseignants. Si les enseignants ne sont pas bons, si ils ne sont pas enthousiastes, les performances sont moins bonnes. On peut voir sur cette diapositive que plus les élèves étaient d'accord que leur enseignant aimait enseigner, qu'il les inspirait, qu'il aimait traiter le sujet et les leçons, qu'il a montré du plaisir dans les apprentissages, plus les élèves étaient d'accord avec ces affirmations, meilleure était la performance des élèves. Et quel que soit le niveau socio-économique, le sexe et tous les autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc ça veut dire il faut investir dans nos enseignants et il faut leur permettre d'avoir finalement des conditions de travail qui les rendent enthousiastes et qui leur donnent envie tous les matins de transmettre le savoir à leurs élèves. Alors le manque d'attractivité a plusieurs raisons. La raison salariale, on en parle beaucoup en France et c'est à juste titre. Je vous montre sur cette diapositive, un enseignant qui travaille dans l'enseignement élémentaire en France gagne 19% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE après 15 ans d'exercice. En début de carrière, l'écart est de 9%, il grimpe à 19% en fin d'exercice. On peut dire qu'il y a un véritable besoin de revalorisation salariale des enseignants. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas l'unique problème, c'est le point de départ. Il faut revaloriser les enseignants, mais sur cette diapositive, vous voyez qu'en Allemagne, les enseignants gagnent 2 fois plus qu'en France, et pourtant, l'Allemagne vit la crise d'attractivité, de manque d'attractivité la plus forte qu'elle ait jamais connue de son histoire. Parce que il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, le métier qui devient de plus en plus exigeant pour les enseignants qui ont l'impression de faire plus d'heures, plus de tâches administratives, d'avoir la pression des parents. Il y a tout un ensemble de facteurs qui rendent le métier de plus en plus exigeant aussi et sur lesquels il conviendrait d'agir pour espérer aussi limiter ce manque d'attractivité. Donc les leviers, le salaire, la formation initiale, qui est parfois déconnectée de la réalité du métier. Les enseignants français, c'est la barre rouge, finalement sont ceux qui sont les moins nombreux à dire que la formation initiale qu'ils ont reçue contenait un contenu axé sur la pédagogie, sur la gestion de classe et le comportement des élèves, sur l'enseignement en milieu multiculturel, autant d'aspects qui sont fondamentaux et notamment dans la lutte contre les inégalités. Une statistique sur la gestion de classe, seulement 22% des enseignants qui débutaient se sentaient préparés lors de leur premier emploi, lors des premières années d'enseignement. Donc là, on a raté quelque chose sur la formation initiale. Sur la formation continue, il y a beaucoup à faire aussi. Les enseignants eux-mêmes déclarent qu'elle n'est pas forcément ciblée sur leurs besoins. On a pu voir avant la pandémie aussi qu'un peu plus de la moitié des enseignants, en moyenne OCDE, laissaient leurs élèves utiliser fréquemment ou toujours les nouvelles technologies pour des projets et travaux de classe. Cette proportion n'était que de 36% en France. Donc, on a un besoin de réfléchir sur la formation initiale, la formation continue et d'essayer de trouver des moyens pour faciliter la mobilité et retenir les enseignants. C'est ça aujourd'hui le problème d'attractivité qu'on observe dans le monde entier, c'est que le métier d'enseignant ou la fonction publique fait moins rêver que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit sans cesse que
Dans le monde d'aujourd'hui, il faudra être flexible, qu'on occupera différentes fonctions, qu'on aura plein d'opportunités pour développer nos compétences. Et finalement, quand on est étudiant et qu'on veut devenir enseignant, on nous dit vous en avez pour 35 ans. Et ça, vous aurez des difficultés à faire un autre métier ou à évoluer dans votre carrière. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui, parce que c'est un métier passionnant. Il y a une recherche en éducation très puissante en France, et donc il y a de quoi rendre ce métier passionnant et évolutif tout au long de la carrière. Quatrième levier, valoriser les filières professionnelles. C'est finalement la finalité des problèmes d'équité sociale. Quand on regarde les jeunes qui entrent dans une filière professionnelle et qu'on regarde le niveau d'éducation de leurs parents, on constate en France qu'il y a seulement 13% des enfants scolarisés dans les filières professionnelles dans le secondaire qui ont des parents qui ont atteint le niveau de l'enseignement supérieur. Un des parents a eu un diplôme de l'enseignement supérieur pour seulement 13% de ses enfants. Quand on regarde dans les filières générales, le taux monte à 49%. Voilà, la France n'est pas l'unique pays à avoir ce problème, mais malgré tout, encore une fois, l'impact du niveau socio-économique ou de l'éducation des parents joue sur la destinée des enfants. Il faut aussi valoriser les filières professionnelles en se dire qu'il faut garder une exigence. Quand on parle d'automatisation, de changement des métiers qui vont évoluer, il faut que ces jeunes-là puissent être aussi flexibles parce qu'ils vont exercer dans des métiers qui vont être touchés par l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que dans les recommandations qu'on peut faire à l'OCDE, on insiste sur l'importance de renforcer l'exigence académique. C'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on a dans certains pays une direction de se dire on va développer l'apprentissage, qui est une bonne chose pour l'emploi, on va faire des partenariats avec le ministère du Travail, de l'Emploi, qui est aussi une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que dans ces filières-là, on a besoin d'éducation. On a besoin de donner des bases aux enfants pour qu'ils puissent après s'insérer efficacement dans le monde du travail et évoluer aussi et développer des compétences tout au long de la vie. Ce qui est intéressant en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, au Luxembourg, quand vous allez dans ces pays-là et vous êtes diplômé d'un bac pro, vous avez énormément d'opportunités de continuer vos études techniques jusqu'au niveau master. Voilà. En France, c'est plus compliqué aujourd'hui, quand on a un bac pro, de poursuivre ses études. À l'université, c'est quasiment impossible. Et dans certaines filières, même qui sont destinées aux bacheliers professionnels, de type les IUT, souvent, ils se retrouvent en échec scolaire. Les 4 leviers, parce que finalement, on est dans des leviers politiques, c'est diffuser les bonnes pratiques pédagogiques sur le terrain. Le premier point qui me semble ultra important, il faut encourager la coopération entre les enseignants et entre les élèves. Je vous dis ça parce que c'est une des statistiques qui me choque le plus à chaque fois que je regarde le système éducatif français, et pourtant j'en ai des statistiques sous les yeux tous les jours. La France fait partie des pays où les pratiques coopératives entre enseignants sont le moins développées de tous les pays de l'OCDE. Vous avez quasiment 8 enseignants sur 10 au collège qui déclarent ne jamais observer les classes des autres enseignants et leur fournir des informations en retour. Vous avez aussi une proportion de plus de 50% des enseignants qui n'enseignent jamais conjointement en équipe dans la même classe. C'est-à-dire qu'on a cette liberté pédagogique en France, mais le revers de la médaille, c'est que les enseignants sont seuls et isolés et finalement n'ont jamais de retour sur leur enseignement, des retours positifs ou négatifs. Ça arrive avec une inspection, parfois 3, 4 fois dans leur carrière, mais ce retour régulier des pratiques pédagogiques qui permettent de s'enrichir n'est pas pratiqué dans le système éducatif. Sortir de la tyrannie des programmes. C'est vrai que les programmes scolaires sont très longs, en France comme ailleurs, et il y a une tendance mondiale à la surcharge des programmes scolaires. On veut aujourd'hui que la jeunesse s'épanouisse dans le système d'éducation et tout un ensemble de connaissances, mais aussi des compétences non cognitives qui soient capables de s'épanouir dans la société du XXIe siècle, de trouver des solutions aux problèmes que notre génération n'arrive pas à régler, le réchauffement climatique, la démographie. Et du coup, la solution des systèmes éducatifs, c'est on va encore rajouter des choses dans les programmes scolaires. Et ça crée du stress et une surcharge
surcharge cognitive chez les élèves. Ça crée aussi du stress chez les enseignants et ça peut expliquer en partie aussi ce découragement et ce manque d'attractivité vers ce métier. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir une réflexion sur le contenu des programmes scolaires pour les concentrer sur l'essentiel et pour donner du temps aux élèves pour pouvoir justement s'approprier les programmes et comprendre comment ces programmes vont leur être utiles dans la vie. Et ça me semble être un point vraiment important et une alerte que nous faisons à l'OCDE sur le contenu des programmes scolaires. Créer des vocations et ne plus trier les élèves uniquement par les notes. Je vous ai montré les résultats en mathématiques des élèves français, le stress. Donc il y a un véritable problème vis-à-vis du stress, vis-à-vis des mathématiques. Et là, ce qu'on peut voir sur cette diapositive, plus l'élève a des mauvaises notes dans PISA, moins il ambitionne de faire des études, d'exercer plus tard une profession scientifique. Donc on pourrait se dire, c'est logique, il a des mauvaises notes, donc il n'a aucune raison d'aller à l'université dans les filières scientifiques. Mais dans certains pays, des élèves qui ont des mauvaises notes dans une matière, ils ont une première année universitaire où ils se remettent à niveau. Ce qu'on peut voir, c'est en France qu'il y a cet écart le plus fort entre ceux qui ont des très bonnes notes et qui veulent exercer les métiers les plus prestigieux et ceux qui ont des mauvaises notes et qui ont finalement peu d'ambition professionnelle. Dernier point, privilégier les pratiques d'activation cognitive dans les apprentissages. Je pense aujourd'hui, il y a énormément des nouvelles technologies de possibilités qui sont à la disposition des enseignants et ce qu'on peut voir dans quelques pays, il faut toujours interpréter avec prudence car on a peu de pays sur cette diapositive, mais quand les enseignants demandent aux élèves d'expliquer les raisonnements, qu'ils les font travailler collaborativement sur des exercices, qu'on commence parfois par des choses plus pratiques sur relier le cours à la vie réelle et que après on apprend la théorie, en général ça produit de meilleurs résultats chez les élèves. A contrario, quand on est dans une instruction dirigée, un peu comme en France, où les objectifs de la leçon sont explicités, où on fait parfois la répétition des tâches, où on différencie les groupes d'élèves en fonction de leur niveau, tous ces éléments ont un effet, comme vous le voyez, plutôt négatif sur la performance. Donc je conclurai pour vous dire, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a des exemples qui montrent que tout n'est pas une fatalité, qu'on peut réduire les inégalités. On a aussi des éléments qui montrent que tout n'est pas catastrophique dans le système d'éducation et quelque part, les leviers à activer, c'est vraiment le métier d'enseignant, améliorer la qualité de l'enseignement et de la transmission du savoir. Il faut avoir cette vraie réforme du métier d'enseignant, lutter contre l'échec scolaire dès le plus jeune âge, soutenir les élèves et les établissements défavorisés, rehausser la qualité et la valorisation des filières professionnelles, assurer à chaque jeune une trajectoire sécurisée vers l'emploi. Et puis le dernier point, investir dans la mise en œuvre et l'évaluation des réformes. Si vous regardez le nombre de lois sur l'éducation qu'on a en France depuis 20 ans, je crois qu'on n'est pas loin d'être le premier pays de l'OCDE sur le nombre de lois votées. Quand on les lit dans le détail sur le papier, on trouve plein de choses intéressantes. On ne peut être que d'accord avec ce qui est proposé. Mais après, quand on regarde la mise en œuvre, très peu de ces lois sont évaluées. On ne fait pas de point d'étape sur comment ça a pu permettre d'améliorer le système d'éducation. L'exception est peut-être le dédoublement des classes où pour la première fois, on a vraiment une volonté d'évaluer la mise en œuvre des réformes. Donc je crois que pour imaginer une école de demain où les élèves seront performants, où il y aura de l'équité, où ils s'épanouiront dans le système d'éducation, il faut vraiment qu'on change nos prismes et que nos politiques comprennent que quand la loi est votée, c'est pas la fin du travail, c'est vraiment le début de quelque chose et c'est presque le plus dur qui commence, car la mise en œuvre est la clé et la réussite d'une réforme éducative. Je vous remercie.